Dans le podcast de cette semaine, on discute avec Clemens Franz, illustrateur et graphiste dans le jeu de société. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara. On se retrouve en direct d'Essonne pour une nouvelle interview. Je suis en compagnie de Clemens Franz. Bonjour Clemens. Hello. C'est le premier jour du salon aujourd'hui. I'm fine. Ça va bien, mais je suis déjà pas mal fatigué. Nous disions juste avant qu'il y avait beaucoup de monde aujourd'hui. Yes, Oui, c'est ce que je pense. Je n'étais pas venu au salon l'année dernière, mais il y a définitivement plus de monde que les années précédentes. Oui, c'est vraiment bondé. Donc là, notamment, tu es là pour l'anniversaire de Lookout. C'est une des raisons pour lesquelles tu es venu cette année. Yes, absolutely. Oui, tout à fait. Lookout fête ses 25 ans. Et pour moi, ça a été le point d'entrée dans le business. The business. Oui, nous allons en reparler. Pour commencer, on va revenir un peu sur ton parcours de joueur, tes études et comment tu as découvert le jeu de société. J'ai lu que tu étais quand même joueur et que tu avais découvert le jeu de société avant de travailler dans le milieu et que d'ailleurs c'est en venant à Essen que tu es rentré dans le jeu de société. We're going back. My first year in Essen was 2002, so that's quite some time ago. And I somehow stumbled into the whole. En y repensant, ma première année à Essen remonte à 2002. Ça commence à faire un moment. Et je suis tombé un peu par hasard dans tout ce monde du jeu de société. J'adorais déjà les jeux de société. J'étais joueur avant d'être illustrateur de jeux. Et j'avais même conçu quelques prototypes. Je les présentais aux éditeurs et ils me disaient toujours « C'est joli, mais il reste encore du travail ». Et puis oui, je crois que c'était en 2006 que j'ai visité le stand Lookout pour la première fois et que j'ai parlé à Anno. Et à partir de là, tout s'est mis à aller très vite avec ce premier jeu. And then everything, started moving rather quickly, I have to say, with the first game. Oui, j'ai lu aussi que c'était Catan, parce que tu aimais les jeux de société enfant, puis tu aimais plutôt les jeux vidéo, et ensuite que c'est avec Catan que tu es revenu dans les jeux. Yeah, absolutely. I mean, I did play a couple of board games when I was young in the 80s, but the games we had, they weren't that strong. I played, of course, Hero Quest. Oui, tout à fait. J'ai joué à quelques jeux de société quand j'étais jeune, dans les années 80. Mais les jeux qu'on avait à l'époque n'étaient pas très solides. Bien sûr, j'ai joué à Hero Quest, à Civilisation de Francis Tresham, ce genre de choses. Et puis, les jeux vidéo m'ont frappé de plein fouet. J'ai même travaillé pendant 6 mois chez Ubisoft, dans le département marketing. Et à ce moment-là, j'ai un peu envisagé d'entrer dans cette industrie. Mais comme tu l'as mentionné, Catan a été une expérience complètement nouvelle. Ça me rappelait beaucoup les jeux vidéo, tout en restant une expérience sociale autour d'une table. Et j'ai adoré l'aspect négociation que je connaissais déjà grâce à l'ancienne civilisation. Oui, ça m'a vraiment repris de plein fouet. Et à partir de là, j'ai commencé à collectionner les jeux pendant mes études alors que j'étais encore étudiant, et la collection a grandi encore et encore. I started collecting while studying, while being a student. I started collecting and the game collection grew and grew and grew. Tu n'as pas fait des études vraiment pour devenir illustrateur, mais tu as étudié en fait l'art et tu as étudié notamment la sculpture. Yes. I mean, I went to an art school, but my course. Oui, j'ai fait une école d'art, mais ma spécialité c'était la sculpture, donc tout ce qui est tridimensionnel, la pierre, l'argile, le bois. J'ai toujours aimé illustrer, dessiner des choses et rendre mes prototypes un peu jolis, ou disons un peu plus jolis que ceux des autres. Et c'est comme ça que j'ai un peu trébuché dans ce domaine, ou disons que c'est de là que vient ma base artistique. Ensuite, mes études suivantes étaient dans un domaine complètement différent, l'informatique, les technologies de l'information. Voilà, en gros, c'est mon parcours. So, yeah, that's basically it. Tu as aussi, ensuite, tu as changé pour plutôt le design numérique. Et notamment, tu as fait ta thèse sur Helen Keller. Je ne sais pas trop si elle est vraiment très connue en France, mais tu as fait une thèse qui explorait notamment les aspects numériques, en fait, pour parler d'Helen Keller. Well, she's not quite famous in Austria, where I come from as well. So it was for me my first contact with her. Eh bien, elle n'est pas vraiment célèbre en Autriche, d'où je viens moi aussi. Donc pour moi, c'était mon premier contact avec elle. J'ai réalisé une application multimédia dans laquelle j'essayais de visualiser sa vie, les grands moments de son parcours et la manière dont elle est devenue la femme qu'elle était, comment elle a vécu son handicap, la perte de vue, puis la redécouverte du langage, la compréhension de ce qu'est un concept, ce genre de choses. J'ai donc créé cette application multimédia modulable qui permettait d'ajuster la qualité d'information ou d'émotions qu'on voulait y trouver. Et le fil conducteur, le thème principal de ma thèse, c'était le récit numérique adaptatif. À l'époque, en 2002 ou 2003, c'était un terrain encore tout nouveau. The topic of my thesis was digital storytelling, adaptive digital storytelling. And back in 2002,
2002, 2003, this was quite new terrain. Yes. Et donc, tu avais déjà cet aspect avec la sculpture ou l'illustration, les prototypes très proche de ce qu'est le jeu de société, mais tu avais aussi cette casquette numérique. C'est important pour toi d'avoir ces deux aspects? It's just another form of expression. Either do it on paper or do it digital. C'est simplement une autre forme d'expression. On peut le faire sur papier ou de manière numérique. Ce sont juste des outils différents. À l'époque, il fallait vraiment programmer certaines choses soi-même. Donc il y a aussi une part de compréhension technique là-dedans. Mais au fond, cela reste un outil d'expression, une manière de rendre les choses visibles. Je ne pense donc pas que ces deux approches soient opposées, même si l'une peut parfois inspirer l'autre. But it can inspire the opposite. J'ai lu aussi qu'après donc tes études, tu avais travaillé à l'université, tu étais devenu assistant. Et donc, est-ce que je me demandais si c'était pour toi quelque chose aussi naturel d'enseigner et de transmettre du savoir? Et aussi parce que j'ai vu que tu participais à des conférences aujourd'hui. Yeah, absolutely. Especially regarding, even though I started in the digital field with new media technologies, it's really important for me personally to, if I have the opportunity, I love to talk about analog games. I love to talk about board. Oui, absolument. Même si j'ai commencé dans le domaine du numérique et des nouvelles technologies, c'est très important pour moi personnellement de parler des jeux analogiques dès que j'en ai l'occasion. J'adore parler des jeux de société. J'adore montrer aux gens tout ce qu'ils permettent de faire et comment ils ont évolué au cours des 20 ou 30 dernières années. C'est quelque chose que j'aime profondément. Et chaque fois que j'en ai la possibilité, je le fais avec plaisir. Bien souvent, cela m'arrive dans des conférences sur les jeux vidéo, où je m'invite un peu par réfraction avec mon sujet sur les jeux analogiques. Et les gens sont toujours curieux, ouverts d'esprit, fascinés même, par ce médium brut, où il n'y a que du papier, du bois, du plastique ou du carton. Et où pourtant, on parvient à créer des mondes qui fonctionnent, des mondes structurés, fluides, avec des formes d'interaction que nous ne soupçonnions pas il y a encore quelques années. Pouvoir en parler et les enseigner, c'est vraiment essentiel pour moi. Et je pense que l'expérience que j'ai accumulée et les moments auxquels j'ai eu de la chance de participer peuvent être intéressants. Du moins, je l'espère. Talking about them and teaching them is really important for me. Yeah, and I think the experience I have and the times I had the chance to be a part of can be quite interesting, I hope. Oui, les conférences dont tu parles, je pense qu'elles sont de 2024 et je mettrai le lien dans le billet de l'émission pour que les gens aillent les regarder. Il y en a une qui m'a beaucoup intéressée parce que c'est celle où justement tu expliques cette notion de jeu analogue qui n'est pas exactement le jeu de société. C'est une notion plus large. Eh bien, il y a un petit débat en cours dans le milieu académique sur la pertinence du terme jeu analogique. On ne peut vraiment l'utiliser que si l'on admet son opposé, le jeu numérique. Mais je pense malgré tout que c'est le meilleur terme dont nous disposions pour désigner cet ensemble, ce contenant dans lequel on peut regrouper les jeux de plateau, les jeux de cartes, les jeux de rôle grandeur nature, bref, tout ce qui n'est pas numérique. Live role-playing games, everything that's not digital. Yeah. C'est très amusant parce qu'en français, on dit jeu de société et pas jeu de plateau. Et je pense que c'est souvent dans les autres langues, on dit vraiment jeu de plateau ou jeu de table. Et en français, on dit jeu de société qui, en fait, inclut tout ça. Yeah. Oui, je le pense. D'ailleurs, en allemand, il existe un autre terme. Ce n'est pas seulement Brettspiel, mais aussi Gesellschaftsspiel, qui désigne littéralement jeu de société. Ce terme n'est pas limité à la table. Il englobe le fait de jouer avec d'autres personnes. Par exemple, les escape rooms ou les zombie runs relèvent aussi de cette idée, des activités que nous faisons dans le monde réel, avec de vraies personnes. Et je pense qu'il nous faut justement un terme qui mette en valeur cette dimension sociale et incarnée du jeu. Dans cette conférence, tu fais aussi référence à Mabel Hollande qui travaille beaucoup sur la notion de système, qui explique que le jeu est un système et que finalement les systèmes sont aussi des métaphores. C'est quelque chose que tu reprends et tu expliques aussi que la différence avec les jeux numériques, c'est que dans les jeux numériques, on ne voit pas le système, c'est la machine qui le fait, alors que dans les jeux de société, c'est les humains, les joueurs et joueuses qui vont devoir gérer le système. Yeah, absolutely. It's one big difference that we have, that all these procedures that we have to keep the game alive. Oui, tout à fait. C'est l'une des grandes différences. Dans les jeux analogiques, toutes les procédures nécessaires pour faire vivre le jeu doivent être exécutées par les joueurs eux-mêmes. On peut considérer cela comme une contrainte, un poids. Et parfois, cela devient trop.
On ne peut pas faire évoluer le système à l'infini. Mais d'un autre côté, c'est exactement ce dont je parlais quand je disais que les jeux analogiques sont un médium brut dans la manière dont on les expérimente. On voit leur structure et on doit la comprendre. On doit s'entendre sur cette structure, sur les règles et les mécanismes pour que le jeu prenne vie. Et c'est quelque chose d'assez fascinant aussi pour les concepteurs de jeux vidéo. Cela leur montre jusqu'où on peut déléguer certaines choses aux joueurs, ce qu'ils sont prêts à faire et à partir de quel point cela devient trop complexe. C'est vraiment ce qui distingue ces deux formes de jeu, numérique et analogique. Même s'ils reposent sur des systèmes et des structures similaires, la manière dont on les exécute est complètement différente. Forms, digital and analog, even though they have the same system and same structure, it's the way we execute them is completely different. Et bien sûr aussi, dans les jeux, les analog games, il y a cette notion de matérialité qui est importante parce que j'ai l'impression que pour toi, tu parles notamment du bruit des pièces de monnaie dans la main ou même du poids des pièces, et la matérialité, elle est aussi au cœur de l'expérience. Yes, on many levels. First, like you already mentioned, we have the components in our hands. We put the tokens on the board. It makes a specific sound. Oui, à plusieurs niveaux. D'abord, comme tu l'as déjà mentionné, nous tenons les composants dans nos mains. Nous plaçons les pions sur le plateau. Cela produit un son particulier. Il y a donc toute une dimension sensorielle assez unique. Et les joueurs sont d'ailleurs prêts à investir beaucoup d'argent dans des pièces métalliques ou des composants de luxe, pour renforcer ce sentiment, pour rendre le jeu plus immersif et créer une atmosphère plus forte. Mais, d'un autre côté, il y a aussi la limite imposée par le matériel. J'aime beaucoup cet exemple. Quand je fais la mise en page ou que j'illustre un plateau de jeu, je le vois frontalement sur mon écran. Mais ce n'est pas du tout ainsi que les joueurs le perçoivent. Autour d'une table, ils sont 4, chacun d'eux avec un angle de vue différent. Donc je ne conçois pas une interface fixe, mais un objet qui sera posé dans un espace physique, autour duquel des gens bougent et regardent depuis des perspectives différentes. Ce n'est donc pas seulement le matériel en lui-même qui compte, mais aussi les joueurs qui se déplacent dans la pièce où ce matériel est posé. So it's not only the material itself, but it's the players moving within the room where the material is placed. Ça veut aussi dire que le corps des joueurs et des joueuses est un peu l'interface entre les règles et l'expérience de jeu. Yeah, absolutely. I mean, we are. Oui, absolument. On pourrait même aller jusqu'à dire que nous sommes nous-mêmes des composants du jeu, que nous en faisons partie intégrante. Il existe d'ailleurs des jeux qui travaillent précisément avec nos limites humaines. Par exemple, des jeux où il faut fermer les yeux et mémoriser quelque chose, ou accomplir une action dont on sait à l'avance qu'on risque d'échouer, parce que la tâche est difficile. Les jeux exploitent donc ces limites physiques et cognitives. Ils nous amènent à considérer nos corps comme des éléments du système ludique, comme une partie intégrante de la conception même du jeu. That can be an integral part of the game design. C'est quelque chose auquel je pense aussi beaucoup, c'est cette idée que finalement les joueurs sont un peu aussi, les joueurs et joueuses sont un peu aussi une forme de co-auteur du jeu. Because the board game can exist, but if nobody plays. Évidemment, le jeu existe, mais si personne n'y joue, en fait, il n'existe pas du tout. Il faut bien quelqu'un pour l'activer. Activate the board games. Yes, we have to bring it to life, and we even have the opportunity to include. Oui, c'est à nous de donner vie au jeu. Et nous avons même la possibilité d'y intégrer nos propres règles maison. Nous pouvons modifier le code qui est inscrit dans le matériel du jeu. Je trouve cela magnifique. Et pourtant, beaucoup de joueurs ont peur de modifier un jeu qu'ils possèdent. Si une règle ne leur convient pas, ils peuvent pourtant en inventer une autre. Il n'y a aucune loi contre les règles maison. Aucun éditeur ne vous poursuivra pour avoir joué selon vos propres ajustements. En fait, le joueur est invité à devenir lui-même designer, à transformer le code du jeu. Et c'est justement là que réside toute la beauté du système. Ça veut dire aussi que pour cela, il faut que les joueurs et joueuses puissent s'approprier le système facilement. Et toi, ton travail, notamment si je pense à ton travail sur l'iconographie, c'est aussi pour les aider. Yeah, that's always the big challenge to make understanding the rules and the interactions in the game as Oui, c'est toujours le grand défi. Rendre la compréhension des règles et des interactions aussi simple que possible. Mais c'est quelque chose qui a évolué avec le temps. Il y a 20 ou 30 ans, si l'on avait regardé un jeu de société complexe d'aujourd'hui, un Eurogame par exemple, on n'aurait probablement rien compris à toutes ces icônes et symboles. Aujourd'hui, nous avons une tradition, une culture des jeux complexes. Et en parallèle, nous avons acquis des références issues d'autres formes d'interaction. Sans les tablettes, sans les smartphones, nous n'aurions pas pu créer les jeux que nous faisons maintenant. Car les gens connaissent désormais de nouvelles formes d'interaction, de nouveaux signes, de nouvelles images et symboles. Nous avons donc aujourd'hui davantage d'options pour créer des interactions dans un médium qui n'est pas réactif.
comme le numérique, mais qui pourtant fonctionne d'une manière assez étonnamment similaire. To bring interactions to a medium that is not responsive, but it's still working in a similar way. Maintenant, on va parler, on l'a dit, on a commencé un peu à parler de ton travail, mais on va parler plus un peu de quelque chose que je pense que tu as déjà raconté 1000 fois, je suis désolée. C'est ton histoire avec Agricola. Tu as mentionné que tu avais été à Essen et que c'est comme ça que tu avais fait la connaissance du patron de Lookout. Et c'est aussi comme ça que tu as eu l'opportunité de travailler sur Agricola. Et j'ai lu que c'est parce que pour le jeu, il y a beaucoup de cartes à illustrer. Et tu expliquais que c'est cher d'illustrer beaucoup de cartes. Et que toi, tu étais débutant et que tu avais déjà l'habitude de travailler sur des petits espaces, en fait, d'avoir la possibilité de remplir des cartes assez facilement. Yeah, I can tell the story. Hanno is quite clever and he did this illustration contest a year. Je peux raconter l'histoire. Hanno est plutôt malin. 1 an avant de commencer à travailler sur Agricola, il avait organisé un concours d'illustration. J'avais envoyé une carte représentant un dragon. C'était pour un jeu sur les dragons. Et ma carte a été retenue. Hanno a ensuite invité les différents illustrateurs présents au salon à se réunir. Leur a distribué une feuille et chacun devait y dessiner un dragon. Certains ont refusé, disant qu'ils ne voulaient pas le faire. Et moi, j'ai dessiné le mien. C'est alors qu'il m'a demandé si j'étais intéressé pour travailler sur un jeu plus important qui nécessiterait beaucoup d'illustrations. Et bien sûr, j'ai répondu « Oui, bien sûr, voyons ce que l'on peut faire ». Lui et Uwe m'ont ensuite demandé d'essayer plusieurs niveaux de détail pour voir ce qu'on pouvait réaliser dans un temps donné. Finalement, nous avons choisi ce style assez esquissé, un peu enfantin, avec des contours au crayon et des aplats de couleurs simples. C'était la seule manière de produire autant de cartes différentes. Et bien sûr, j'étais un débutant, donc moins cher que les autres. C'est vrai aussi. Realize so many different cards, and of course I was a newbie and therefore cheaper than others. That's true as well. Et tu racontes aussi que tu as fait les illustrations sans avoir encore joué au jeu et que tu n'as en fait joué au jeu qu'une fois que le jeu était terminé. Yeah, that's the simple reason was that Uwe only had one prototype. That's it. Oui, la raison était toute simple. Uwe n'avait qu'un seul prototype. C'est tout. Ils m'ont donc envoyé le livret de règles, et dès le départ, c'était un jeu très fort sur le plan thématique. On comprenait immédiatement les mécanismes. Ça m'a beaucoup rappelé le jeu vidéo Harvest Moon, qui parle aussi d'agriculture. J'avais donc une idée assez claire de son fonctionnement, et nous avons ensuite traversé tout le processus. Cela a pris du temps. C'était évidemment assez intense, car il y avait énormément de travail, des avis divergents et beaucoup de textes à écrire et à réécrire sur les cartes. Ce fut une aventure épuisante, mais passionnante et formidable. Et oui, j'ai joué pour la première fois au jeu terminé le mercredi soir du salon, et j'ai été complètement soufflé par le résultat. I think it was Wednesday evening at the fair, and I was completely blown away by the game. Et tu as aussi dit quelque chose d'assez intéressant sur Agricola. Tu dis que finalement, le jeu, c'est pas tant ces mécaniques qui sont importantes que ces fameuses cartes qui sont toutes, enfin très nombreuses et qu'on en voit très peu à chaque partie, et que tu dis d'ailleurs que le jeu de base se suffit à lui-même, il n'a pas besoin vraiment d'extension, autant pour Uwe que pour toi. Yeah, that's absolutely true. I mean, there are people always complaining when one expansion. Oui, c'est tout à fait vrai. Il y a toujours des gens qui se plaignent lorsqu'une extension n'est pas traduite dans leur langue. Mais en réalité, le jeu de base est déjà tellement complet qu'il contient plus qu'assez de cartes. C'est d'ailleurs ça, sa magie. D'un côté, c'est un jeu de placement d'ouvriers, riche sur le plan thématique, mais grâce à la variété des cartes, il reste toujours neuf, renouvelé. À chaque partie, c'est un nouveau casse-tête à résoudre. Et bien sûr, on a envie d'avoir toujours plus de cartes. Uwe les concevait d'ailleurs juste pour le plaisir. Il m'avait dit un jour, quand je veux me détendre, je vais sur mon balcon, je m'allonge et je pense à de nouvelles cartes, à de nouvelles idées. Pour lui, Agricola était un immense terrain de jeu. Et je pense que c'était la première fois qu'une structure de jeu Eurogame classique était combiné avec un esprit qu'on ne retrouvait jusqu'alors que dans les jeux américains ou les jeux de cartes à collectionner. That we more or less knew only from American styled games or collectible card games. Est-ce que tu penses aussi que les contraintes d'illustrer Agricola, ça a aussi influencé ton style? Tu disais que tu devais avoir ce trait un peu plus enfantin, c'est pas de l'illustration comme ce qu'on pourrait voir de très léger, ça doit être assez parlant. I think because
Well, publishers sometimes even ask. Je pense que parfois, les éditeurs me demandent explicitement ce style en particulier. J'ai par exemple travaillé sur un jeu avec un éditeur japonais. Je dois avouer que je ne me souviens plus du nom. C'était un jeu, je crois, de Rainer Knizia, sur des navires médiévaux. Et il m'avait expressément demandé de lui donner une apparence très à l'allemande. Et ça me convient très bien. Si c'est ce qu'il recherche, aucun problème. So, that's okay. I mean, when that's what they are aiming for, that's absolutely fine with me. Souvent, je dis que quand on voit un jeu qui est illustré par toi, en fait, on n'a presque pas besoin de regarder la description du jeu. On a une idée de ce à quoi on va jouer. Ton identité visuelle, elle est incroyablement associée au jeu, à ces jeux, en fait. Yes. I only can say that I was lucky to be. Oui, je peux seulement dire que j'ai eu de la chance d'être au bon endroit, au bon moment, de pouvoir participer à ces grands jeux d'Uwe et d'autres auteurs. J'ai eu de la chance, vraiment. Cela a défini un espace dans lequel je me sens bien, à ma place. Et après tout, il y a pire comme dessin. Yeah, I mean, there are worse things that could happen. Et cela veut dire aussi que pour toi, l'illustration, elle est avant tout au service du jeu? Yeah, absolutely. I mean, what I can say is that there are so many great illustrators out there that are technically way ahead of what I can do and what I'm doing, but I have this. Oui, tout à fait. Ce que je peux dire, c'est qu'il existe énormément d'illustrateurs talentueux, techniquement bien plus avancés que moi ou que ce que je fais. Mais j'ai trouvé ma propre niche, un espace dans lequel je suis heureux. Pour moi, ce qui compte vraiment, c'est que tous les éléments du jeu s'accordent bien entre eux et qu'ils facilitent l'immersion, qu'ils rendent l'entrée dans le jeu fluide et naturelle. Je réfléchis donc toujours à la manière d'intégrer les aspects thématiques dans la mise en page du jeu. Ce n'est pas simplement faire une illustration, lui mettre un cadre et la poser sur une carte. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Tous les éléments graphiques peuvent eux aussi raconter des histoires. Ils peuvent créer un environnement accueillant qui invite les joueurs à entrer dans le monde du jeu. J'adore quand on regarde un plateau et qu'on se dit « ce ne sont pas seulement des cadres ou des icônes fonctionnelles. Tout, jusqu'aux bordures et aux symboles, participe à la narration et au monde du jeu. » It's not just those frames where things are put in, but the illustrator, he thought about how these borders, how these icons can all be a part of the story of the world the game is set in. Et oui, c'est vrai que tu es aussi connu donc pour les illustrations. On a tous en tête Orléans, Grand Austria Hotel forcément, Agricola, mais aussi pour ton iconographie qui est très claire, tout de suite compréhensible et qui a été reprise. Je pense beaucoup à la façon dont tu exprimes les phases de revenus. Je pense que tu as vraiment créé aussi tout un langage de l'iconographie. Once again, I was lucky to work with the designers on the games and. Encore une fois, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec ces auteurs sur le jeu. J'aime toujours raconter l'histoire de Le Havre avec Uwe. Il nous a fallu beaucoup de temps pour trouver la bonne iconographie. Et elle a encore changé après coup. Mais oui, c'est vrai. Une partie de l'ADN de l'iconographie que nous avons créée à cette époque existe encore aujourd'hui dans les jeux de société modernes. Nous avons, et je dis bien nous, car c'était un vrai travail d'équipe, contribué à poser les bases de l'iconographie complexe dans le jeu de société. Mais encore une fois, j'ai simplement eu la chance d'être là avec le bon jeu et le bon éditeur. But once again, I was just lucky being there with the right game and the right publisher. Yes, of course. Because there is. Oui, peut-être parce que, en fait, tu étais l'un des premiers à avoir cette opportunité. Absolument, oui. En fait, c'est vrai qu'on disait Agricola, ça a été un grand succès pour Lookout, mais c'était le premier jeu de ce type pour Uwe. C'était aussi ton premier jeu. Il y a aussi cette rencontre formidable. Tu as gardé des liens très forts avec Lookout, mais aussi avec Uwe. Tu as illustré beaucoup ces jeux. Yeah, I mean, we created a couple of games together. Of course, there was Agricola. There had to be a game after that, and a game. Oui, nous avons créé plusieurs jeux ensemble. Bien sûr, il y a eu Agricola. Et il fallait forcément un jeu après celui-là, puis un autre encore. Nous sommes toujours en contact, même si je n'ai pas travaillé directement avec Uwe depuis quelques années maintenant. Mais je suis toujours chez Lookout. Je suis même employé depuis mai de cette année. À un moment, j'ai dû choisir entre rester indépendant à plein temps ou me concentrer sur les jeux que nous développons chez Lookout pour les faire vivre et les accompagner tout au long de leur cycle de vie. Il y a énormément de travail en coulisses. La préparation des impressions, la communication avec les partenaires de licence, ce genre de choses. C'est un domaine où j'ai beaucoup d'expérience. Et je pense que c'est là que je peux apporter le plus à la société. Et au hobby en général. C'est pour cela que j'ai réduit l'illustration de jeu. Il y a aujourd'hui tant d'illustrateurs talentueux, et j'adore travailler avec eux, notamment les plus jeunes. C'est quelque chose que je trouve vraiment formidable. Donc oui, les choses ont un peu changé ces dernières années, mais je suis toujours pleinement lié à Lookout. C'est ma maison.
So it changed a little bit during the last years, but I'm still completely connected to Lookout. It's my home. Tu avais aussi créé l'atelier 198. C'était un atelier une sorte de studio d'illustrateurs. Yeah, that's a little bit big. It's just our my old house number before we got street names and street numbers. Oui, c'est un nom un peu particulier. En fait, c'est simplement mon ancien numéro de maison. Avant que ma ville ait des noms de rues et des numéros, il n'y avait que le nom du village et le numéro 198. Donc voilà, Atelier 198, c'est moi. Je voulais juste un nom pour regrouper ce que je faisais. Pour le site web, pour l'adresse mail, c'est parti de là. Et puis, ma femme a commencé à m'aider. Elle s'occupe aujourd'hui de la mise en page des livrets de règles et ce genre de choses. Au début, je faisais tout seul. Les illustrations, les règles, le packaging, la préparation et l'impression. Et quand elle a eu plus de temps, elle a pris le relais sur les livrets de règles. Parce que j'en avais vraiment assez. C'est difficile de gérer les deux en parallèle. Illustrer et faire la mise en page. Petit à petit, l'activité a grandi. Elle fait maintenant partie de l'équipe de Lookout également. Et nous travaillons dans le même bureau. Je ne suis pas à plein temps chez Lookout. J'ai encore un peu de temps pour d'anciens clients ou de nouveaux projets, mais seulement de petits projets. Some time left for existing customers and new projects, but only smaller projects. Ok. Et oui, j'allais te demander comment tu choisis tes autres projets. Si un éditeur veut te demander de faire les illustrations, qu'est-ce qui va te décider? D'abord, je me demande, est-ce que je connais l'éditeur? Est-ce qu'on a déjà travaillé ensemble? J'adore travailler avec des gens que je connais. Non pas parce que j'ai peur de la nouveauté, mais parce que je les considère comme des amis, presque comme une famille. Ils m'ont beaucoup soutenu au fil des années. Alors c'est toujours un plaisir de retravailler avec eux. Et l'autre critère, c'est surtout le facteur temps. Est-ce qu'ils ont besoin du jeu l'année prochaine ou dans 2 mois? C'est souvent ça la principale raison qui détermine ma décision. Et aujourd'hui aussi, je sais qu'en France, les illustrateurs français posent beaucoup de questions et sont très inquiets par rapport à l'intelligence artificielle. Toi, quel est ton point de vue là-dessus? That's a tricky one because we do not know how it will evolve, but there's always one theoretical side note or footnote that's really important. There's a thing called cultural lag. It means that the technology is evolving and developing faster than we... C'est une question délicate, parce qu'on ne sait pas comment tout cela va évoluer. Mais il y a une note théorique, une sorte de mise en garde importante, qu'il faut garder en tête. C'est ce qu'on appelle le retard culturel. Cela signifie que la technologie progresse plus vite que notre capacité à réagir en tant que société, plus vite que notre capacité à créer le discours nécessaire ou à mettre en place les lois dont nous avons besoin. C'est quelque chose qu'on a déjà vu de très nombreuses fois dans l'histoire. Des gens travaillaient dans de grandes entreprises pendant 14 ou 16 heures par jour, et il a fallu du temps avant que les sociétés s'organisent et se disent « Non, ça ce n'est pas possible ». La technologie et les affaires sont toujours en avance sur leur époque. Il y aura donc, je l'espère, beaucoup de discussions à venir. La grande question que nous devons nous poser est la suivante. Voulons-nous vraiment abandonner des choses que nous aimons faire, des choses que nous créons pour nous exprimer? Voulons-nous vraiment optimiser les illustrations, la littérature, le cinéma? Est-ce vraiment cela que nous voulons faire avec la technologie dont nous disposons? Honnêtement, je pense que la réponse est non. Mais heureusement, la communauté du jeu de société est plutôt sensible à ces questions. Cela tient à la nature même de notre loisir. Des gens réunis autour d'une table, des êtres humains qui interagissent entre eux. Et c'est quelque chose que nous voulons aussi ressentir à travers les composants du jeu. C'est pour cela que le milieu, ou la bulle du jeu de société, reste globalement attentif et prudent. Même les grandes entreprises ne veulent pas utiliser ces technologies trop vite, notamment à cause de la manière dont elles sont perçues. Bien sûr, il y a la tentation économique, réduire les coûts, mais il existe surtout une question de droit d'auteur qui n'a pas encore trouvé de réponse, et qu'il faut résoudre avant d'aller plus loin. Pour ma part, je ne suis pas inquiet, surtout parce que je me concentre aujourd'hui sur la préparation à l'impression, le design graphique et l'iconographie, des choses qui doivent fonctionner sur la table. Mais je comprends très bien que, si l'on est uniquement illustrateur, on puisse ressentir une inquiétude, un malaise dans le ventre face à ces changements. But for me, I'm not afraid, especially since I'm focusing on print preparation and graphic design and iconography, making the things to work on the table. But I can understand if you're only focused on illustrations that you might get this bad feeling in your stomach. Yes. Mais oui, quand tu le disais, le problème des copyrights n'est pas réglé et faire voter des lois, passer des lois et préparer les projets de loi, ça prend énormément de temps. And I've learned that sometimes it's good if the process is not
it's not too fast, it's slow. Because I have one example where... Et j'ai appris qu'il est parfois bon que le processus ne soit ni trop rapide, ni trop lent. J'ai un exemple qui remonte à quelques années, où nous avions utilisé une technologie d'IA précoce pour créer une ébauche de couverture. Nous avons montré cette première version à nos partenaires de licence, et tout le monde l'a aimé. Les illustrations finales ont ensuite été réalisées par une illustratrice française, qui a fait un excellent travail. Mais lorsque les partenaires ont vu la couverture terminée, ils ont dit « on préférait l'ancienne ». En réalité, ils ne la préféraient pas vraiment. C'est simplement qu'ils avaient vu une image trop tôt et qu'ils étaient restés fixés sur cette première impression. Donc, même si on dit souvent que ces outils sont pratiques pour le prototypage ou pour obtenir des résultats rapides, je ne pense pas que ce soit une bonne voie à suivre. Il vaut mieux rester simple, prendre son temps, c'est toujours mieux. Quick results, I don't think that's a good way to go. Keep it reduced, take your time. It's better. Tu as aussi fait quelques jeux toi-même. C'est une expérience que tu as envie de recommencer ou c'est vraiment très ponctuel? I'd love to do it more, but the main problem, and that's a structural problem that we have, is I'm doing graphic design, and the publishers, for them, it's absolutely clear to pay me for the work I'm doing. J'aimerais vraiment en faire davantage, mais le principal problème, et c'est un problème structurel dans notre milieu, c'est que je fais du graphisme. Et pour les éditeurs, il est tout à fait normal de me payer pour ce travail. Mais quand on est auteur de jeu, il faut investir énormément de son temps libre. Concevoir des prototypes, tester, retravailler, itérer encore et encore. Il est donc très difficile de créer une situation où l'on peut vivre de ce que l'on conçoit. Et je pense que c'est un problème structurel du secteur. Les éditeurs ont parfois tendance à voir les auteurs comme des gens créatifs, oui, mais qui vivent leur passion comme un hobby, donc pour qui il est normal d'y consacrer un temps infini. C'est donc avant tout une question de temps et de ressources. Les jeux que j'ai conçus, c'était toujours à la demande des éditeurs. J'avais alors un calendrier précis, un délai, un forfait de base, et parfois un pourcentage sur la durée. C'était donc une situation de luxe, où je pouvais me permettre de concevoir des jeux. Mais créer des jeux par pure envie d'auteur, juste pour le plaisir de concevoir, je n'ai pas le temps pour ça. Amount through the years. So there it was a luxury situation to do those games, but designing them just for the designer's sake, I don't have the time for that. Yes. Oui, c'est vrai que quand on est auteur de jeu, on est au début du projet et souvent on est payé le dernier. If you're lucky, if your game is selling, if it's not... Si vous avez de la chance et que votre jeu se vende bien, tant mieux. Mais s'il ne se vend pas, eh bien, c'est une autre histoire. Il ne faut surtout pas calculer son taux horaire quand on est auteur de jeu. Parce que si on le fait, on se rend compte que l'on ne le fait pas pour ça. Mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. Là, justement, donc on disait tu es à Essen pour l'anniversaire de Lookout. Est-ce qu'il y a des jeux particuliers sur lesquels tu as travaillé qui sont présentés lors de ce salon? This year at the fair, no, not really. No big release. There is, I don't know if it's already printed. There's a small family game at Queen Games. Ladybugs. Cette année sur le salon? Non, pas vraiment. Pas de grande sortie cette année. Enfin, il y en a une petite. C'est un petit jeu familial chez Queen Games, intitulé Ladybugs. J'y tiens beaucoup parce qu'il existait déjà une ancienne version abstraite du jeu. Et Queen Games m'a contacté pour savoir si je voulais faire des illustrations et l'adapter à un univers plus historique. Et l'idée des coccinelles vient de moi, donc j'en suis très content. Dans le jeu, il y a des pièces avec des points dessus, et j'ai proposé de les transformer en coccinelles, puisque justement, elles ont ces points sur le dos. C'est un jeu abstrait, mais il est très accueillant, chaleureux et visuellement sympathique. Je l'aime beaucoup, même si je ne sais pas encore s'il est déjà imprimé. And I think it's an abstract game, but it's quite friendly, quite inviting. So I like it, but I'm not sure if it's printed already. Ok. Je ne sais pas s'il y a autre chose dont tu veux parler. Non, pas vraiment. Yes. C'est bon pour moi. I'm fine. Je te remercie beaucoup pour ton temps et ta disponibilité. C'était un grand plaisir de discuter avec toi. Okay, thank you. Merci beaucoup et merci pour tes questions. En général, on me pose toujours les mêmes questions. Mais là, tu m'as agréablement surpris, dans le bon sens du terme, en abordant d'autres sujets plus variés. Alors, merci pour cet entretien. C'était vraiment éclairant. Quite illuminating. Thank you so much. Thank you. But I have to say, your conference were very, very... Merci beaucoup. Tes conférences sont vraiment intéressantes. J'étais très heureuse de les trouver et de pouvoir les écouter pour préparer cette interview et ainsi avoir l'opportunité d'en discuter avec toi. Alors vraiment, merci beaucoup. Reflection about board games, so thank you so much. You're welcome, thank you. Merci à tous. Au revoir, salut.
Cette interview, enregistrée en présentiel à Essen lors du Spiel le 23 octobre 2025, est produite par Paul Gara et Hammer, ainsi que par notre doubleur Gabriel pour cette version française. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepolgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Paul Gara. Et surtout, venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission.